Je salue le courage du public d'écouter encore une table ronde au sujet de l'engagement, mais cette table ronde sera différente puisqu'on s'interrogera avec ces deux hauts fonctionnaires que j'ai à ma gauche et à ma droite, qui ont déjà été présentés, mais je redis à quel titre ils ont accepté de participer à cette table ronde. Didier Lesky, donc, qui est directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et Arnaud Tessier, qui est historien et lui aussi haut fonctionnaire, président du comité scientifique de la Fondation Charles de Gaulle. Les questions que nous allons nous poser ici seront très différentes de celles qui ont animé le débat précédent, tout à fait passionnant, mais qui n'a pas creusé jusqu'au bout les raisons de l'engagement. Pourquoi s'engage-t-on? Au nom de quoi? Quels risques prend-on? Et qu'est-ce que cela signifie pour la personne qui s'engage? Donc on va être plus proche, je pense, de l'anthropologie, philosophie, que de l'action politique telle qu'elle. Ma première question que j'ai envie de poser dans ce contexte, c'est: dans la société d'aujourd'hui, est-il encore possible de parler de l'engagement comme c'était le cas avant? Et notamment en pensant au Bauman, ce sociologue qui a forgé le concept de la société liquide, dans laquelle il a dit que la société ne dicte plus les lois aux hommes, ne dit plus quelles sont les règles, ne les pousse pas dans une direction ou dans une autre, mais forge des personnalités qui sont comme des joueurs d'échecs, dont la seule finalité et le seul but est de rester actif dans le jeu. Donc tout le monde est un peu roublard, dit-il, dit Bauman, individuel, joue pour soi et n'a pas l'idée du sens d'engagement collectif. Donc ma question est, pour mes deux interlocuteurs: peut-on encore s'engager? Est-ce que ce mot d'engagement garde son sens? Est-ce que Bauman a raison? Est-ce qu'on est tous des individualistes roublards qui faisons tout pour rester dans le jeu? Oui, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que l'engagement, c'est un petit peu à géométrie variable et chacun, j'ai envie de dire, chacun a son petit engagement personnel qu'il choisit. Le plus répandu et le plus facile, finalement, c'est l'engagement pour l'écologie, parce que tout le monde voit évidemment l'enjeu qui se présente, et qui est massif, et puis en même temps, ça permet d'avoir un engagement à sa mesure, sur mesure, si j'ose dire, et donc très individualiste, oui, dans bien des cas. J'ai consacré des biographies et des personnages, je pense en particulier deux, le général de Gaulle et Charles Péguy, pour qui l'engagement, c'est-à-dire se donner tout entier à une cause qui vous dépasse, l'engagement, en quelque sorte, il s'imposait à eux. Il n'y avait pas de discussion. Lorsque de Gaulle part à Londres le 17 juin 1940, lorsqu'il dit... il raconte au début des mémoires de guerre il avait l'impression d'être un homme seul face à l'océan qu'il devrait traverser, etc. Pour lui, l'engagement, il ne faisait aucun doute. Il y avait la France qui était provisoirement vaincue, un État qui allait se constituer et qui n'était pas souverain, et donc il fallait qu'il prenne en charge la souveraineté, qu'il prenne en charge la France, avec lui, avec d'autres qui allaient s'engager, comme les marins de l'île de Sein. Et ce sont des gens qui ne se sont pas posés tellement de questions. Quand on regarde, en particulier, ça a été étudié, les jeunes qui se sont engagés dans la France libre, les premiers, ils ne se sont pas posés de questions. Et d'ailleurs, de Gaulle n'aimait pas qu'on se pose des questions, et il considérait que c'était quasiment un devoir. Donc il y avait cette sorte de surplomb, l'engagement qui s'imposait parce que c'était comme ça. Il s'agissait de la France, il s'agissait de notre indépendance, il s'agissait de notre civilisation qu'il faudrait reconstruire une souveraineté, reconstruire une civilisation, reconstruire une démocratie qui serait différente de ce qu'elle avait été jusqu'en 1940, puisqu'elle avait failli. Donc ça, je pense que c'est un élément important. L'autre exemple, c'est Charles Péguy. Charles Péguy, c'est pareil. Il ne s'est pas posé de questions métaphysiques dans l'affaire Dreyfus. Il s'est engagé naturellement pour une cause qui lui paraissait absolument naturelle, qui était l'idée de justice, mais ça allait au-delà de la justice qu'il fallait rendre à un homme. Il s'agissait de la dimension morale que devait revêtir la République. Pour lui,
la République devait obéir à une morale. D'où la phrase célèbre qu'on a beaucoup entendue ces temps derniers, je suis pour celui qui ne se rend pas. Donc là, il n'y avait pas de nuance possible. Il s'agissait de la République, il s'agissait de la France, et pour Péguy, la République, la France, c'était une mystique, c'était une histoire, c'était quelque chose de très puissant qui s'imposait à lui. Donc je crois que l'énorme différence entre un certain passé, mais c'est un passé qui n'est pas un passé total, c'est une question... voilà, c'est cela. Troisième élément que je voudrais souligner, c'est pareil pour le service de l'État. Le service de l'État dont De Gaulle disait qu'il était le plus noble qui soit dans l'ordre temporel. Un fonctionnaire, par exemple, il peut être confronté à des situations où son engagement personnel est en contradiction avec son devoir de fonctionnaire. Imaginez un fonctionnaire que le hasard des choses met, par exemple, dans des situations qui l'amènent à exercer le pouvoir de police de l'État, par exemple en matière d'étrangers, de politique des étrangers. Je ne dis pas ça à cause de mon ami Didier Lesky. Eh bien, il va être amené à peut-être mettre en œuvre des mesures que, comme personne engagée à titre privé, il n'approuve pas ou qui sont contraires à ce qu'il croit. Mais son devoir de fonctionnaire, c'est quand même, sauf si évidemment il est subordonné, il exerce dans le cadre d'un pouvoir qui n'est pas démocratique et légitime, mais à partir du moment où il sert l'État dans un cadre démocratique, eh bien la logique de l'État l'emporte, parce que c'est celle de l'intérêt public dont il est un des dépositaires. Et c'est quelque chose de sacerdotal, le service de l'État. C'est pas quelque chose où chaque individu est titulaire ou détenteur d'une vision morale. On sert une morale qui est d'une nature différente que la morale individuelle, qui est une morale de la chose publique, et qui quelquefois peut conduire à des mesures qui paraissent sévères et qui paraissent contraignantes et qui peuvent se retrouver en contradiction avec la morale de l'homme privé. Là, je citerai un grand... je vais m'arrêter là. Je citerai une figure à la fois politique et religieuse qui était Richelieu, qui disait « Ceux-là même qui se sauveraient comme personne privée se damnent parfois comme personne publique ». Il voulait dire par là que l'homme public, l'homme qui gouverne, ne peut pas se contenter d'obéir à sa morale d'homme privé, qu'il obéit à des logiques et à des obligations, à des engagements qui dépassent sa personne individuelle et qui peuvent le conduire à prendre des mesures ou des décisions qui sont difficiles et qui sont en réalité, qui peuvent paraître dures ou même cruelles lorsqu'elles sont perçues par des individus. Cette idée qu'il y a une morale publique qui dépasse la morale de chaque homme, qui dépasse la morale individuelle, c'est l'engagement au service de la collectivité, l'engagement au service de l'État. Voilà. Et pour en plus des hommes comme De Gaulle ou Péguy, l'engagement suprême, eh ben, c'est l'engagement de la vie. Péguy, tué le 5 septembre 1914, à la tête de son unité, et De Gaulle risquant sa vie et toute son existence pour une cause qui paraissait totalement irrationnelle au départ. Donc voilà, je pense qu'on a changé de braquet, si je puis dire. Exactement, et on discutera plus tard du prix à payer pour l'engagement. Je note simplement que par rapport à la table ronde précédente, nous commençons la discussion par la question de valeur qui s'impose sans qu'on choisisse l'action de manière presque obligatoire, imposante vis-à-vis de soi, et les valeurs, ça ne se négocie pas. Et ces valeurs, ça peut être la morale collective, comme ça peut être l'indépendance de son pays ou la justesse des choix particuliers pour la vie sociale, etc. Donc, dans la discussion précédente sur les nuances et les opinions et les arguments, je pense qu'il est intéressant de faire la distinction entre les valeurs, ça ne se négocie pas, alors que les arguments, ça se négocie. Je passe la parole à celui qui va nous parler de l'engagement, j'espère, personnel aussi, et pas des personnages historiques, même si les exemples historiques sont très intéressants, puisque vous êtes l'incarnation de l'engagement personnel qui variait dans votre histoire et qui continue. Merci. Je ne sais pas ce qui varie, en tout cas, je ne crois pas qu'il varie profondément du point de vue de ce qui m'a motivé effectivement quand j'étais très jeune, puisque je fais partie avec d'autres de jeunes gens qui se sont engagés, peut-être même qu'on était sans doute trop jeunes pour être totalement nuancés, mais
à une époque où la question de l'engagement, et je pense que la question de la limite de l'engagement, au fond, c'est une discussion qu'on peut avoir dans les sociétés démocratiques. Enfin, j'y reviendrai, mais c'est aussi un enjeu de configuration et de configuration historique. Arnaud Tessier vient de le dire. L'écroulement de la France, c'est une configuration historique. La question de la poursuite ou pas de la République, c'est une configuration historique. Et en ce qui me concerne, et avec d'autres, la configuration historique dans laquelle j'ai commencé mon engagement, et un engagement dans un bord ou dans l'autre, c'est aussi un sujet de sensibilité personnelle, sans doute lié à un héritage familial ou un contre-héritage familial, des situations vécues présentement. Moi, quand j'ai commencé effectivement à m'engager, j'étais excessivement jeune, mais c'était la période où, dans le sud de l'Europe, on avait des dictatures. Et ces dictatures, elles tuaient des gens. C'était pas une nuance. C'est l'époque où, en ce qui me concerne et d'autres, nous avons été profondément traumatisés par le coup d'État au Chili, 1973. Et pourquoi je dis ça? Parce que dans nos engagements, à une époque où la jeunesse est prise par, je dirais, l'après 68, enfin c'est ce qu'on a appelé plus tard les années rouges, eh bien, il pouvait nous arriver d'être dans des réunions avec nos camarades qui pouvaient mourir, au sens c'était pas théorique. J'ai parfaitement en tête, par exemple, toute une série de militants chiliens qui, à un moment donné, pour des raisons qui leur étaient propres d'orientation politique, et j'y reviendrai après, décident par exemple de retourner au Chili sous Pinochet. Et en fait, ils sont allés à la mort. J'ai connu des Brésiliens qui ont fait la même chose, puisque c'était l'époque où l'Amérique latine, eh bien, c'est des dictatures militaires suscitées par les Américains et qui vont du reste tuer l'expérience possible d'une troisième voie au Chili, qui soit ni ultralibérale ni stalinienne. On pourrait y rajouter le fait qu'on pouvait avoir des camarades de l'autre côté du mur qui aussi risquaient leur vie, même si après la mort de Staline, on met la question de la balle dans la nuque et ne se pose pas de la même manière que quand il était vivant. Donc c'est ça la configuration. L'Espagne, la fin de la dictature espagnole, c'est 1975. La révolution portugaise, c'est 1974. Donc on était dans cette configuration-là. On peut y rajouter la guerre du Vietnam, qui a été, pour une génération aussi, un moment de cristallisation de valeurs, justement. C'est ça la chose qui nous motivait. Donc c'est un enjeu de configuration et puis un enjeu de lien. Et la question, effectivement, dans cette configuration-là, c'est bien évidemment celui de la nuance, au sens où l'engagement n'était pas pour nous synonyme de suicide. On a aujourd'hui à travers le monde des formes d'engagement qui sont proprement suicidaires, au sens où je tue mon voisin et je m'explose avec, et j'espère un paradis. Nous, notre engagement était celui d'une générosité et pas celui d'une acrimonie vis-à-vis des autres et du monde, mais celui d'une générosité, et cette générosité supposait qu'on en sorte vivant. Et donc la question de l'engagement, c'était véritablement quelle limite et quel est l'enjeu, et sans renoncer. Et ça, c'est une question qu'on peut se poser quand on est dans une situation démocratique. Les hommes et les femmes iraniennes qui aujourd'hui se battent ne se posent pas la question. La question, c'est est-ce que je m'engage ou est-ce que je ne m'engage pas? Au Chili, c'était est-ce que je m'engage ou est-ce que je ne m'engage pas? La question de la limite ne se pose pas. C'est j'y vais ou j'y vais pas. Mais si j'y vais, c'est la mort possible. Voilà. Et donc, ça change un peu. La deuxième chose, qu'est-ce qui était la limite de l'engagement quand même pour nous, je vois mon ami Stéphane Anzès, quelle était la limite de l'engagement pour nous? C'était le sentiment que la manière dont on lutte dit quelque chose de la société qu'on veut construire. Voilà. Et que les formes d'action, eh bien, ne sont pas anodines, même dans une société démocratique. Même dans une société démocratique. Et a fortiori, même malheureusement dans une société qui ne le sont pas. Voilà, un mode d'action où on tue indistinctement
l'ensemble des gens qui peuvent être dans un lieu, eh bien, dans une société démocratique, ce n'est pas acceptable. C'est le débat, par exemple, qui a agité une partie de ceux que nous étions vis-à-vis de militants d'extrême gauche qui, en Italie, eh bien, étaient lancés dans une logique qui nous semblait une logique folle, même si l'extrême gauche italienne ne faisait pas ce que faisait l'extrême droite. Hein. Ce n'est pas l'extrême gauche italienne qui met des bombes dans des gares, dans des trains, etc. Mais c'est une logique qui est mortifère parce qu'à un moment donné, on ne sait plus où s'arrête l'ennemi. Voilà. On ne sait plus où s'arrête l'ennemi. Et quand on commence à être dans une logique où on ne sait plus où on s'arrête l'ennemi, on finit par se déshumaniser nous-mêmes. Et donc la limite de l'engagement, c'était cela. Pourquoi ne pas rentrer dans une logique de déshumanisation? Voilà. Et donc, bien évidemment, ça pèse encore aujourd'hui sur le regard qu'on peut porter sur un certain nombre de conflits. Hein. Je veux dire, dès lors qu'on considère que étriper, violer, kidnapper des bébés, c'est une forme de lutte justifiable, ça veut dire que soi-même, on est porteur d'un projet de société qui, quand même, interroge. Voilà. Hein, alors, ça, c'est la première chose. Après, en ce qui concerne personnellement, moi, à un moment donné, comme dit Arnaud Tessier, je suis rentré dans quelque chose de sacerdotal, il a dit, hein, c'est-à-dire le service de l'État. Et là, bien évidemment, on est confronté à sa propre histoire et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas et jusqu'où on va. Par exemple, rentrer dans un cabinet ministériel, ce n'est pas anodin. Voilà. C'est une forme d'engagement, même si on est fonctionnaire, c'est une forme d'engagement. Choisir ou pas d'y aller, c'est une forme d'engagement. A priori, être ministre ou pas dans un gouvernement, c'est une forme d'engagement. Voilà. Et la limite qu'on peut se fixer, c'est celle qui touche sa conscience. Voilà, c'est elle qui touche sa conscience. Mais dans l'acte quotidien d'être fonctionnaire de l'État, indépendamment du fait qu'on est, nous, dans une société démocratique, on peut se trouver dans la limite qui est, oui, voilà, même si l'ordre qui nous est donné est légitime par rapport à la société démocratique, il peut nous heurter personnellement au sens où soit on se défausse, soit on dit non, là j'y arrive plus, je demande par exemple à être changé. Hein, c'est ce que je dis sur la société démocratique. C'est pas on va vous mettre en prison, etc. Je demande à être changé. Voilà, ça peut être une limite à l'engagement, même à l'engagement professionnel. Voilà, c'est quelque chose qui, par exemple, a pu être mon cas. Je pense à une ministre qui, enfin bon, je ne veux pas citer de nom parce que, mais ça sert à rien. Mais ça peut être une limite pour nous, hauts fonctionnaires. Mais je pense que c'est l'articulation des deux. Cette limite, elle n'existe que parce qu'on peut avoir un passé. Voilà. On peut avoir un engagement citoyen. Et l'articulation entre être haut fonctionnaire et l'engagement citoyen, c'est je dirais, c'est une balance à peser presque tous les jours. Voilà, presque tous les jours. Et l'enjeu, c'est de ne pas se perdre. Or, puisque Arnaud a parlé des grandes périodes, on sait bien qu'il y a un certain nombre de hauts fonctionnaires qui, en soi, n'étaient pas mauvais dans leur vie quotidienne, même dans leur pensée, mais qui se sont perdus parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas su faire la part entre ce qui était le devoir d'État tel que l'ordre leur donnait de faire et l'engagement profond tel que la configuration historique le nécessitait. Voilà. Et c'est un problème qui est, je crois, de l'ordre aussi du présent. Voilà. Qui n'est pas simplement que théorique, qui est de l'ordre du présent et qui peut se poser demain en fonction de telle ou telle configuration politique qui pourrait advenir, parce que les démocraties sont quand même fragiles. Je peux ajouter ? Bien sûr. Oui, ajouter, ce statut du fonctionnaire est intéressant. Il ne doit pas être assujetti. Il est loyal envers le pouvoir légitime, il n'est pas assujetti. Je voulais juste citer une très belle définition du statut de fonctionnaire, d'agent public et de service public qui était donnée par Alain Supiot. Il dit 3 caractéristiques: la dignité par rapport au pouvoir, la distance par rapport à l'argent et la continuité par rapport au temps. Parce qu'il y a aussi cette sorte d'engagement que celui qui sert l'État prend. Il s'inscrit dans la durée et pas uniquement dans le cycle de la représentation politique. Donc ça demande une certaine
Très bien, vous m'emmenez à ma deuxième question qui est celle du conformisme. Je pense qu'on m'a demandé d'animer cette table ronde aussi parce que j'ai beaucoup travaillé sur la langue de bois ou les langues de bois et effectivement j'ai une certaine sensibilité pour étudier les conformismes. Or, le conformisme, quand on est engagé quelque part et qui pose problème aujourd'hui, c'est un conformisme face à la doxa, à l'ère du temps, à ce qu'il convient de faire, à ce que la société imagine qu'il est moral de faire. Vous avez exprimé d'ailleurs un sentiment en parlant de votre jeunesse d'une bonne conscience, d'avoir la certitude de mener des combats justes pour avoir une société meilleure dans l'avenir. J'ai lu vos propos comme un désir d'un progressisme moral. C'est comme ça que vous avez voulu vous engager. C'est plus facile à gauche en France parce qu'il y a deux types d'engagement. L'engagement progressiste, celui qui veut changer les choses, voire les chambouler en criant aux injustices, surtout à l'étranger, j'ai remarqué, plus difficile chez soi, et au contraire, un engagement qu'on taxe de conservateur lorsqu'on veut garder certaines valeurs ou garder certaines manières de faire et ne pas permettre qu'ils changent trop rapidement. Donc la question que je vous pose, c'est comment être vraiment indépendant vis-à-vis des injonctions qui sont diffuses, qui ne sont pas personnelles, qui sont de l'ère du temps. Comment rester libre, sincère, et comment éviter quelque chose qui travaille, je pense, chaque personne engagée dans un débat ou combat, qui est la posture. C'est-à-dire, je suis sur une scène, je joue un jeu, il faut qu'on me voie comme militant ou convaincu de telle ou telle doctrine ou valeur, et donc je joue le jeu jusqu'au bout, même si, au fond, je ne suis pas dans ma vérité. Donc la question de la sincérité d'engagement, mais profond, qui a perturbé certaines personnalités dans l'histoire européenne, notamment lorsqu'ils se sont trompés. Il y a des cas historiques, des gens qui ont découvert un jour que leur engagement était immoral, contrairement à ce qu'ils pensaient, ou n'allait pas du tout dans le sens de ce qu'ils avaient choisi, et qui n'avaient plus de solution autre que suicide. Il y a des cas nombreux, des gens qui se sont mal engagés. Donc comment faire pour ce par quoi on a terminé le débat précédent, qui était penser contre soi, qui est la valeur fondamentale de la liberté intérieure, et en même temps devoir qu'on prend sur soi, puisqu'on n'est plus une personnalité privée, mais une personnalité publique à partir du moment où on s'engage. Je ne sais pas qui veut répondre à cette question du conformisme. Assez brièvement, je vais prendre 2 points. D'abord, toujours le service de l'État est assez instructif. Mais d'abord, je voudrais juste évoquer la proximité qu'il y a entre la posture et l'imposture. Je reprends l'exemple, il est daté historiquement, mais enfin, il est d'une force qui est toujours très, très grande aujourd'hui. Je reprends l'exemple de Péguy, qui était le plus ardent défenseur de la cause de Dreyfus, mais qui a ensuite été le plus critique, extrêmement critique vis-à-vis d'un certain esprit de Dreyfusard. C'est quand il a vu le dreyfusisme devenir une sorte de contre-église, une doctrine, quelque chose qui était entièrement une posture et qui finalement était politiquement récupéré. Parce que là encore, pour Péguy, c'était un engagement qui s'emparait de lui. Il n'y avait pas de calcul, il n'y avait pas de prolongement politique. Voilà. Et c'est ce qui explique, en particulier historiquement, la façon dont il s'est retourné contre Jaurès, avec lequel il avait une amitié profonde. Mais quand il a vu que Jaurès, selon lui, avait fait finalement du dreyfusisme une sorte de rente politique dont il s'était servi, il s'est mis à haïr Jaurès, à un point tel qu'il était presque à 2 doigts de se réjouir de sa mort, presque. Alors que Jaurès, dit-on, avait, quand il a été assassiné, avait un volume des Cahiers de la Quinzaine dans sa poche. Et c'est pour dire à quel point, chez Péguy, il y avait cette crainte, encore une fois, que l'engagement devienne une posture et que la posture devienne une imposture. Alors, ce phénomène, il est écrasant dans notre société. L'engagement qui devient une posture, et puis la posture qui devient une imposture. Je pourrais donner de multiples exemples.
et notamment dans la sphère publique. Comment le thème de l'écologie, du développement durable, de la transition écologique, du réchauffement climatique, qui sont des réalités devant nous écrasantes et qui sont porteuses, encore faudrait-il le dire, peut-être avec plus de netteté, de contraintes sociales, de contraintes politiques, de contraintes économiques. On va avoir un défi sur le plan démocratique qui va être extraordinairement puissant. Comment tout cela envahit une sorte de bien-pensance générale dans le monde de l'entreprise, mais dans le monde de l'administration aussi. Formations diverses, délégués, éco-délégués, etc. Ça devient une sorte de doxa qui finit par rendre insupportable un thème qui est un thème politique majeur pour nos sociétés et qu'il va falloir qu'elles affrontent avec tous les outils de contrainte dont la démocratie est capable de se munir. Je pourrais prendre un autre exemple de doxa, le nouveau management public, dont on subit, dont tous les deux nous avons subi les effets, le culte de la performance, les indicateurs, etc. Toute cette logorée qui est une doxa implacable, avec une bien-pensance aussi. La critique en a été faite par un spécialiste du management qui savait de quoi il parlait, qui s'appelait François Dupuis, le regretté François Dupuis, qui disait, qui rappelait que le management, c'était l'art de ne pas dire les choses, et donc qui avait montré à quel point la doxa du management avait évincé complètement du langage de l'entreprise, contraignant l'encadrement à une sorte de crise morale profonde, qui avait complètement évincé le thème du sens réel du travail dans l'entreprise et du sens réel de ce qu'est le destin de l'entreprise. Nous l'avons connu, nous le connaissons dans l'administration, nous connaissons cette doxa, nous connaissons cette posture qui finit par faire oublier ce que doit être l'engagement véritable et viscéral du fonctionnaire et de l'agent public, qui est en fait tout simple. Il est de faire triompher en toutes circonstances, quel que soit le lieu, quel que soit le sujet, quelles que soient les personnes, faire toujours triompher l'intérêt public sur les intérêts privés. Ça paraît simple, mais c'est une réalité qui aurait été le combat quotidien de tous les fonctionnaires bien imprégnés de leur mission. Or, le nouveau management public, c'est une sorte de nébuleuse qui impose des postures qui sont vides des impostures et qui sont une doxa où on finit par perdre l'habitude de nommer les choses. Alors moi, j'ai eu la chance, je peux le dire, sans manquer à l'obligation de réserve, j'ai eu la chance de faire une partie de ma carrière, dans ce qui était encore un corps d'inspection et où on avait une certaine garantie d'indépendance et où on pouvait, si on voulait, on n'était pas obligé, mais on pouvait, si on voulait, nommer les choses. Je ne sais pas combien de temps ça durera. Donc voilà, cette doxa, cette sorte de posture qui devient une imposture et qui est une dérive d'un engagement mal compris, c'est quelque chose qui peut ronger la vocation même de l'action. Et là, je pense en particulier à l'action publique. Et si on parle de la fonction publique, le sujet fondamental, c'est qui détermine le bien commun. Comment est-on sûr que c'est ça le bien commun? Parce que la bien-pensance est quand même placée souvent là. Oui, alors il y a eu l'histoire de l'entreprise citoyenne, du fait que tout le monde est porteur de l'intérêt général. Ça, c'est un grand... C'est très difficile à définir l'intérêt général, c'est vrai. Mais c'est très facile de définir ce qu'il n'est pas. Ça, je vous assure. C'est comme goût et dégoût. Alors, est-il plus facile d'agir, de s'engager avec l'étiquette à gauche? C'était la question à laquelle, pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse, notamment en France, puisque vous avez beaucoup évoqué les engagements internationaux ou les motifs de vos engagements à cause des conflits qui se passent ailleurs. C'est une certaine vision, en effet, mais à l'intérieur du pays, en France aujourd'hui, est-il plus facile de s'engager avec l'étiquette progressiste qu'avec l'étiquette conservatrice? Non, mais ça dépend des périodes et des moments. Aujourd'hui. Et de quelle gauche D'abord, avec Arnaud, on doit être les hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur les plus atypiques, si vous voulez, puisque on parle tout le temps. Je pense qu'on a fait reculer ce que était théoriquement l'obligation de réserve au ministère de l'Intérieur. Enfin, corps de l'inspection peut-être. Enfin bon, on est quand même ministère de l'Intérieur. Moi, j'ai été préfet. C'est assez rare, en fait. Voilà, puisqu'on est en plus encore en fonction. Donc, ce qui prouve quand même que les choses ont un peu évolué. On peut s'interroger sur ce qu'est devenu l'État
d'une certaine manière, du fait que certains des hauts fonctionnaires puissent être comme ça. Après, est-ce que c'est plus facile d'être à gauche ? Ça dépend des moments, des périodes, et puis ça dépend quelle gauche. Je pense que moi, par exemple, j'ai été exclu plusieurs fois du lycée pour mes engagements politiques. Donc, si vous voulez, je ne pouvais pas dire que c'était facile, au point même que j'ai été interdit d'inscription de lycée dans toute une zone de la région parisienne et que j'étais obligé de passer mon bac en candidat libre, pour après reprendre mes études. Donc, c'est pas... voilà. Donc, je ne peux pas dire qu'à l'époque, c'était facile pour moi. Voilà. Bon, mais je pourrais rajouter qu'une de mes exclusions est le fait d'un proviseur qui était membre du Parti communiste français. Et que au sein de la gauche, les choses pouvaient être particulièrement sanglantes. J'ai été un long compagnon de route après de Jean-Pierre Chevènement au ministère de la Défense. Quand il a démissionné, j'étais contractuel, et ceux qui m'ont immédiatement mis au chômage étaient des gens de gauche. Donc voilà, entre gens de gauche, on pouvait être, après 1981, extrêmement saignant. Voilà. Bon. Après, ce dont vous voulez parler, c'est la configuration intellectuelle. Voilà. La configuration intellectuelle, en l'occurrence en termes de doxa, je peux vous dire que dans les années 80 et dans les années 90, si vous étiez à gauche et que vous indiquiez par exemple que la construction européenne, eh bien, elle était quand même une construction qui allait détruire les emplois, mettre à mal la cohésion sociale, et que c'était une forme de trahison des catégories populaires, et qu'elle était d'autant plus possible parce qu'elle venait de la gauche, je peux vous dire que ce n'était pas facile. Voilà. Et que les coups ne venaient pas forcément de la droite. Voilà. Il faut dire les choses. Les coups 1991, la première guerre du Golfe, voilà, on n'est pas confronté à la droite. Voilà. Après, votre question, elle est plus profonde. Est-ce que je pense, oui, est-ce que je pense qu'il y a d'une certaine manière une sensibilité de gauche et une sensibilité de droite? Voilà. Oui, moi je suis d'une sensibilité de gauche au sens où je pense qu'il y a des politiques publiques ou des discours qui ne sont pas faits pour le bonheur des gens, voilà, et qui n'ont que comme dynamique le fait de déstructurer la société ou d'abaisser encore plus la condition de certains par rapport à d'autres. Voilà. Et que dans mon esprit, la droite, eh bien, c'est des gens qui, du point de vue de l'organisation sociale, ne sont pas suffisamment attentifs aux conditions des plus démunis ou au droit pour chacun de vivre tel qu'il entend. Mais une fois qu'on a dit ça, on peut avoir des réactionnaires de gauche comme on a des réactionnaires de droite. Et c'est ça qui rend les choses difficiles. Après, dans la configuration intellectuelle, il y a des lieux où la posture, la langue de bois et la facilité, et en particulier cette facilité qui veut qu'on est très souvent plus proche de... Enfin, c'est plus facile d'être en amitié avec la souffrance qu'avec la pensée, eh bien, ça anime certaines institutions. On a, par exemple, dans certaines universités, une mollesse d'esprit qui se prétend de gauche. Voilà, mais je suis d'accord, et que du coup, s'il y a une pensée un peu ferme qui arrive, quel que soit son bord, elle est immédiatement mise à l'écart avec des processus d'élimination, de non-élection, puisque vous êtes universitaire, dans les commissions de recrutement, etc. Mais tout cela est fluctuant. Vous avez une configuration intellectuelle particulière, puisque vous venez du monde stalinien. Voilà, le monde stalinien, c'est indéniablement un monde qui se référait de la gauche, ou pour lequel la gauche était en référence. Je précise quand même pour le public, c'est pas parce que je serais stalinienne, mais je suis polonaise d'origine. C'est ça à quoi vous faites allusion. Oui, bien sûr. C'est très différent. Et donc, du coup, je subis le monde. Voilà, votre sensibilité sur ces questions-là est naturellement forte. Mais le monde stalinien, ça renvoie à ce que vous dites, c'est-à-dire la perversion du langage. Voilà. Et dans cette perversion du langage, il est très clair qu'à gauche, on peut avoir un temps d'avance extrêmement fort. Voilà, extrêmement fort. Un temps d'avance, vous voulez dire négatif. Plus de performance dans la langue négatif, de bois. Un temps d'avance négatif dans la langue de bois, ça c'est clair. Dans la langue de bois, dans toute une série de mécanismes, de réflexes de pensée. Comme je travaille sur l'immigration, comme vous l'avez dit, je le vois tous les jours. J'essaye d'expliquer des choses qui me semblent évidentes, et je peux m'attirer des volets de bois vert, comme on dit, plus souvent de la part de la gauche que de la droite.
alors que fondamentalement, je ne suis pas de droite. Enfin, Oui, je dis ça pour vous provoquer un peu. Mais... Merci beaucoup. Oui. C'est intéressant de nuancer de quelle gauche on parle. Est-ce qu'on parle de la sensibilité ou est-ce qu'on parle de telle ou telle mouvance? Je parle de celle qui s'est toujours souciée des catégories populaires. Je voulais ajouter, il y a quand même une capacité de la gauche à détenir le magistère moral depuis un certain nombre de décennies qui est beaucoup plus forte. Je me souviens quand j'étais enfant puis adolescent, je me souviens des débats à la télévision, on voyait quand même que la gauche était universellement dominante. Et d'ailleurs, c'est assez récent, le fait que la droite s'auto-qualifie de droite. D'ailleurs, personne n'osait se qualifier de droite dans les vies politiques françaises je dirais, jusqu'au milieu des années 80. Oui, mais Arnaud, elle l'avait bien cherché. Elle l'avait bien cherché. Oui. Puisque, voilà, c'est le problème de la guerre. Non, mais il y a eu un élément qui est clé, dont j'ai été témoin comme téléspectateur. J'étais adolescent à ce moment-là. C'est le plateau Solzhenitsyn, et où j'ai vu, je me souviens, se décomposer Jean Daniel devant Solzhenitsyn, parce que tout d'un coup, les masques tombaient, et c'était terrible. Mais ensuite, Solzhenitsyn a pu être de nouveau plus ou moins crucifié. Enfin, la capacité de récupération est grande. Donc je pense quand même qu'on est dans un pays, ça tient à notre passé, je pense, et à notre faculté d'autoculpabilisation, à notre passé. Il y a comme une faculté qu'a la gauche dans notre pays, une certaine gauche, je suis d'accord avec toi, une certaine gauche, pas la totalité de la gauche, la faculté qu'a une certaine gauche dominante à détenir ou à reprendre ou à imposer le magistère moral et à imposer des verrous au débat public, qui est une force, elle a toujours une longueur d'avance, comme tu le disais, et même plusieurs. Absolument. Oui, mais parce que nous, on a eu le verrou du Parti communiste stalinien qui verrouillait tout, parce que sinon, il y avait déjà, avant que Solzhenitsyn arrive, une gauche qui disait attention, l'Union soviétique, c'est pas le paradis. Voilà, il y avait eu Anton Siliga qui l'avait écrit, Chalamov l'avait écrit, on le savait. Je veux dire, ceux qui voulaient le savoir le savaient, mais Jean Daniel, on voit bien. Et par quoi il est pris? Par le fait qu'il veut absolument maintenir l'idée de l'union avec le Parti communiste, parce que c'est le seul moyen de gagner les élections. Voilà, en 1981. Alors, il n'avait pas totalement tort de vouloir gagner les élections en 1981. Peut-être que la fermeté sur les questions idéologiques devait être plus forte sans vouloir pour autant rompre l'union de la gauche. Voilà. Oui, je remarque quand même que quand vous dites il y a ceux qui voulaient savoir savaient, le livre de Miłosz, prix Nobel de littérature, est publié en français en 1951 et qui s'appelle La pensée captive, qui pour moi est la Bible de la liberté de penser pour tout Européen, passe totalement inaperçu. Ce livre ne fait toujours pas partie de liste de lecture à Sciences Po ou dans les centres d'études européennes en France, est très peu connu. Or, c'est un livre qui montre comment on devient prisonnier de ses propres engagements et comment on en est lâche, pas parce qu'on est lâche par nature, mais parce qu'on est écrabouillé littéralement par la doxa à laquelle on a envie d'appartenir jusqu'au jour où on choisit la liberté. Oui, mais on peut trouver ça dans la religion, on peut trouver ça dans d'autres choses. Mais en même temps, vous aviez en France des gens, des penseurs qui étaient quand même là, qui racontaient ce que c'était que les sociétés bureaucratiques. Claude Lefort l'a écrit dès la fin des années 50. Hein, et le problème, c'est qu'il se heurte à Jean-Paul Sartre, qui, lui, recommence à délirer, alors qu'à un moment donné, on espérait qu'il... Mais prenez des gens comme David Rousset, comme d'autres. Voilà, on a eu un débat. C'est vrai qu'au sein de la gauche, ils ont été minoritaires. Voilà. Et ils ont d'autant plus été minoritaires que, d'une certaine manière, ça arrangeait une partie de la droite. Bien les choses. Et donc, les limites de l'engagement... Eh bien, c'est la capacité, c'est vrai, à penser contre soi-même. Ça, c'est clair. Voilà. Et donc, dans cette capacité à penser contre soi-même, il ne faut pas que la contingence immédiate l'emporte sur ses pensées profondes. Après, pourquoi on s'engage dans un camp plutôt que dans l'autre, c'est une question de sensibilité. Mais par exemple, puisque Arnaud a parlé de la résistance, on voit bien comment un Daniel Cordier, qui vient de l'extrême droite, eh bien, a une sensibilité personnelle qui fait qu'il comprend qu'il ne faut pas rester. Et que pourquoi on n'a pas parlé de la droite pendant très longtemps? Mais parce que Charles Maurras n'a pas fait le choix de partir à Londres. Donc je pose ma dernière question et après on laissera à la salle la possibilité de nous interroger. C'est l'engagement et le risque. C'est ça ma question. Vous avez dit tous les deux, dans les sociétés démocratiques, le risque est moindre.
c'est un débat autre que ceux au Chili ou ailleurs qui risquaient leur vie. Oui. Dans les sociétés démocratiques, en effet, mais la punition existe, il ne faut pas la minorer. Nous en avons vu la démonstration tout à l'heure. Contrairement aux sociétés totalitaires et contrairement à une situation de guerre, le risque majeur n'est pas la mort ou la prison, mais la mort sociale, c'est-à-dire l'ostracisation, la perte de prestige, voire même la perte de possibilités d'action. Donc parler de dissident dans une société démocratique est une blague, à mon avis, c'est un abus de langage, c'est pas ça être dissident, mais effectivement, au sens très philosophique, on peut dire on quitte l'endroit où on avait une certaine place dans la société et on choisit d'être marginalisé, ou en tout cas on accepte le prix payé qui est être marginalisé, ce qui n'est pas donné, la capacité qui n'est pas facile à supporter pour tout le monde. Donc ma question est, est-ce que toute personne engagée, peu importe la cause, pas forcément dans la politique, ne doit pas être un peu aventurière, l'esprit d'aventurier qui accepte ce risque-là, accepte le risque d'une chute, d'un accident de parcours, d'une marginalisation, voire d'une mort civile? Non, mais c'est clair. Enfin, nous, en tout cas, on mesure le risque. Le risque pour nous, fonctionnaires, il est assez simple. On peut être mis dans un placard et puis on perd le tiers de nos revenus. Enfin, je résume. Je veux dire, voilà, mais ça peut nous arriver, bien sûr. Et ça a failli du reste. Mais voilà, moi, ça a failli très concrètement m'arriver sur un débat un peu précis sur la liberté religieuse. Voilà, et c'est... et je lui rends à chaque fois hommage, c'est le pasteur de Clermont qui, quand j'étais chef du bureau central des cultes, après une audition parlementaire où j'étais confronté à la fois à un député stalinien au sens propre du terme et puis un dingue entre la droite et l'extrême droite qui était aussi député, voulait absolument que j'interdise tel groupe, et je disais on a le droit de croire, et même si on considère que c'est un peu doudingue, on ne peut pas interdire n'importe quoi, et ça avait fait tellement de bruit que c'était le président de la Fédération protestante de France, puisqu'il s'agissait entre autres aussi de protestants, qui avait écrit une tribune dans Le Monde pour dire si vous remplacez maintenant le chef du bureau central des cultes, eh bien ça veut dire que vous remettez en cause la liberté religieuse, la loi de 1905, etc. Bon, ça a été limite, mais ça n'a pas été jusqu'au bout. Voilà. Mais nous, ce qu'on risque, c'est ça, c'est-à-dire on risque la mise à l'écart ou avoir une carrière brisée. Il y a des collègues qui ont eu des carrières absolument arrêtées parce qu'à un moment donné, ils ont eu les mauvais mots. Et Xavier Driancourt, tout à l'heure, le parlait. Ça peut arriver à des ambassadeurs, ça peut arriver à... Voilà. De ce point de vue-là, nous ne sommes pas un corps autogéré comme peuvent l'être les magistrats. Voulez-vous commenter ? Oui, non, mais je suis d'accord. Alors, bien sûr, dans les périodes de guerre ou de crise, l'engagement peut aller jusqu'à l'engagement de la vie. Et après tout, c'est quand même le premier, c'est le plus bel engagement qui soit. C'est quand on engage sa vie. On parlait, je vous racontais, j'avais été invité un jour, il y a un certain nombre d'années, mais pas si ancien que ça, il n'y a pas si longtemps que ça, à une présentation j'avais assisté en présence de hautes autorités militaires à un film qui était fait pour les engagés, où on présentait ce qu'était ce soldat, etc. Et à aucun moment, il n'avait été question du fait qu'on pouvait être amené à mourir comme soldat pour son pays. Voilà. Et j'avais posé la question, mais on m'avait dit, mais on ne peut pas dans la société où on vit aujourd'hui. Donc vous voyez que l'institution militaire elle-même reculait devant ce tabou, alors que, évidemment, quand on est soldat, la première finalement risque qu'on prend, la première conséquence pratique de cet engagement, parce que l'engagement sous les armes, c'est quand même un engagement particulièrement fort, et bien c'est de perdre sa vie. Et puis effectivement, il y a d'autres formes de danger ou de risque quand on s'engage dans la société d'aujourd'hui. Je me souviens d'une conversation il y a un certain nombre d'années avec un éditeur qui était très connu, que je ne nommerai pas, qui est mort aujourd'hui, qui était connu pour plutôt un positionnement de gauche, une gauche très bien pensante. Et la conversation, c'était un dîner entre amis, et la conversation, j'étais sorti un peu médusé de la franchise avec laquelle il s'exprimait sur un certain nombre de questions de société. Et je lui avais dit, mais pourquoi vous ne dites jamais ça publiquement ? Il m'avait dit, je signerai ma mort sociale. Voilà, c'est tout. Donc,
Et il avait raison en même temps. C'est terrible, c'est terrible. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui existe. Et c'est vraiment, oui, c'est cette bien-pensance, alors qu'il peut être d'ailleurs à droite. Je pense quand même qu'elle a plutôt tendance à être à gauche, par une vieille... C'est mieux huilé à gauche, je dirais. Mais elle existe aussi à droite sous d'autres formes. Et c'est cette bien-pensance qui fait, encore une fois, qu'il y a des faux engagements, des petits engagements faits sur mesure, qui donnent des postures, qui donnent ensuite des impostures, et qui étouffent en réalité le débat démocratique et cette incapacité qu'ont les personnes publiques à nommer les problèmes. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que les Français votent d'une certaine manière. C'est parce qu'on ne nomme pas un certain nombre de choses. Et c'est là que c'était la force de personnes comme De Gaulle, c'est que lui nommait toujours les choses. C'était parce qu'il avait appris, les circonstances de l'histoire lui avaient appris qu'il fallait nommer les choses pour pouvoir mobiliser les peuples. Et je rajouterais effectivement un mot qui manquait, puisqu'il est peu utilisé et il est surtout problématique dans la France d'aujourd'hui, c'est la vérité. Puisqu'on vit dans une période relativisant tout, donc à chacun sa vérité, on ne sait pas où est la vérité, les vérités peuvent être intéressées, récupérées, on est très méfiant vis-à-vis de ça. Un philosophe tchèque, Jan Patočka, est mort pour sa doctrine en défendant quelque chose qu'il a appelé « vivre dans la vérité », ce qui voulait dire s'efforcer toujours de chercher la vérité malgré le contexte, même contre soi, même contre ses amis, mais avoir comme ambition de trouver la vérité partout où il débattait. Il a été assassiné par la police politique tchécoslovaque en signant la charte qui a servi à Havel ensuite de libérer les Tchécoslovaques de la joie communiste. Donc la vie dans la vérité est un gros mot en français d'aujourd'hui. On ne peut pas l'utiliser dans le débat comme la mort, comme le sacrifice ou comme le martyr, c'est réservé à d'autres contextes. En revanche, ce qui est très à la mode, c'est l'indignation. Et effectivement, Indignez-vous de Hessel est un livre best-seller vendu à des milliers d'exemplaires et suscitant les mouvements d'indignation dans le monde entier. C'est un événement éditorial, le livre. Jean-François Mattei, le philosophe, a écrit un autre livre qui était L'homme indigné, et il est entré en controverse avec Hessel pour dire on ne peut pas appeler les gens à s'indigner. Soit on l'est, soit on ne l'est pas. C'est comme l'amour, soit on aime, soit on n'est pas. On ne peut pas appeler les gens à aimer, sauf dans une vision très abstraite et idéaliste de l'amour du prochain. Donc, indignez-vous n'a pas de sens, disait Mattei. L'indignation aujourd'hui est la sommité de la morale publique. Voilà, une pure posture, c'est ce que disait Mattei. Je voudrais rajouter quand même une chose, parce que vous avez dit, peut-être que je l'ai dit, on est dans une société démocratique, voilà. Il y a des catégories de fonctionnaires qui risquent leur vie. Les policiers font un travail où ils risquent leur vie. Hein, il y a, maintenant, on sait qu'on peut être enseignant et risquer sa vie. Hein, et qu'on le fait alors qu'on n'est pas plus engagé que celui du service de l'État. C'est-à-dire que ce n'est pas un engagement au sens où, idéologiquement, j'ai décidé de faire ce choix-là. Hein, ce qui a pu être mon cas ou d'autres cas. Et donc, on est quand même dans une société où la question du lien entre l'engagement et la mort peut se poser pour des catégories de fonctionnaires. C'est pourquoi il y a de moins en moins de candidats au professorat. Et je pense que ça fait partie de ce qui fait aujourd'hui la configuration politique. Voilà, parce que c'était... ça a toujours été vrai pour les policiers. Ça l'était moins pour les enseignants. D'une certaine manière, ils viennent de le découvrir. Et on sait bien que ça peut toucher tous ceux qui sont engagés du point de vue de leur fonction dans des sujets sensibles. C'était le cas aussi de la table précédente. Très bien. Je pense qu'on est en bon moment pour vous céder la parole et écouter vos questions à nos deux interlocuteurs. Oui, madame. Est-ce que quelqu'un... Bonjour, merci pour votre excellent débat. Monsieur, vous avez eu la franchise, sans langue de bois, de nous parler de votre engagement à gauche. Actuellement, où la gauche veut prendre le pouvoir, est-ce que vous pouvez,
avec la même franchise, me répondre ce que vous pensez de l'engagement actuellement des hommes de gauche qui veulent prendre ce pouvoir. Non, mais si vous voulez, la gauche est multiple. Il faut à la fin mettre un S. Voilà, et je vois mon ami Arnaud Montebourg, on en sait quelque chose, si vous voulez. Voilà. Moi, ma gauche, elle a en réalité historiquement perdu. Donc, d'une certaine manière, elle est en plus. Son leader est extrêmement vieillissant et j'ai beaucoup d'affection pour lui. Si vous voulez, on a perdu un certain nombre de batailles. Voilà. Et ceux qui, aujourd'hui, à mon sens, se prétendent la gauche, enfin, je veux dire, dans le spectre politique, ils sont à gauche. La difficulté qu'ils ont, et je réponds de certaine manière à votre question, c'est qu'ils n'ont qu'un programme à vocation minoritaire. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas donner le sentiment de prendre en charge l'ensemble de la société pour l'amener à progresser. Ils donnent absolument le sentiment inverse. Voilà. Et donc, on est dans une situation difficile. Et quand je disais que notre réflexion, c'était la manière de lutter, dit quelque chose de la société qu'on veut construire, si on a un parti qui n'est pas démocratique, où on ne sait pas comment sont désignés les responsables, si ce n'est une forme de résurgence du stalinisme au sens de commandeur, eh bien, ça veut dire que notre projet politique ne peut pas être crédible du point de vue de la démocratie. Et qu'on en rajoute le fait qu'on n'est pas capable de condamner des actes qui sont très clairement criminels et qu'on les assimile à des opérations de résistance, si vous voulez, si la barbarie devient une forme de résistance, ça veut dire qu'on est dans une forme de réinvention du stalinisme d'une certaine manière. Voilà, et c'est ça qui est en train de se passer et qui prend en otage, je dirais, la gauche humaniste qui a été celle de Léon Blum, de Pierre Mendès France et naturellement de Jean-Pierre Chevènement, pour qui j'ai l'affection la plus profonde. Et qu'en plus, ce qui pour moi me chagrine, et je vous parle là parce que je suis de sensibilité de gauche depuis très longtemps, je pense que Arnaud a parlé plusieurs fois de Peggy et de l'affaire Dreyfus. Je pense qu'une partie de la gauche nous fait régresser à avant l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire au moment où on avait une gauche qui liait protestation sociale et antisémitisme. Voilà. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Et ça, c'est une forme de déstructuration profonde de ce que nous essayons de faire depuis la Révolution française. Voilà. Et on est dans la réinvention, pour parler d'une forme qui était plutôt marquée, enfin, des cercles Proudhon, ce qu'on appelait les cercles Proudhon. Il faut lire les livres de Zef Sternel là-dessus, c'est-à-dire de ce mélange, de ces tentatives de jonction entre protestation sociale et antisémitisme. C'est le pire, voilà. C'est le pire, voilà. Et donc, moi, je suis de gauche et orphelin. Donc, quand on avoue que le progressisme devient une régression... Non, mais attendez, j'ai pas dit ça. Hein. Je reste profondément progressiste. J'ai manqué de nuances. Voilà. Mais je pense que là, on est dans le régressif. Voilà, on est dans le régressif. Voilà. C'est très différent. Voilà. Très bien. D'autres questions ? Oui, alors je vois une question ici et deux autres au fond. Ah oui, pardon, vous êtes déjà là. Très bien. Bonjour, merci pour le débat. Delfrécy, médecin. Je voudrais vous pousser tous les deux un peu dans vos retranchements sur ce que vous avez évoqué au début et à la fin, finalement, la place des hauts fonctionnaires et la vision, finalement, d'une certaine forme de neutralité au sein, pour porter la République, quels que soient les gouvernements qui peuvent exister. Alors, on a probablement, les Français ne s'en rendent pas compte, une haute fonction publique en France qui est de grande qualité, même si elle est un peu entre soi, mais elle est quand même de très grande qualité parce qu'elle s'occupe de la chose publique et elle a vraiment une vision de la chose publique. À l'inverse, on a vu, lors de la tension de fin juin, début juillet, un certain nombre de prises de position de groupes d'ambassadeurs expliquant qu'au nom de leurs propres valeurs et des groupes des valeurs françaises, ils ne se sentiraient pas à l'aise si, par exemple, l'extrême droite
avait pris le pouvoir de façon tout à fait légale, hein, que les choses soient bien claires. Donc cette forme de neutralité que vous avez posée, qu'on peut partager par certains côtés, est-ce qu'elle n'a pas été à l'épreuve finalement des extrêmes depuis très longtemps? L'extrême, le 81, n'est pas un extrême. C'est un changement démocratique, mais ce n'est pas un extrême. Si nous allions vers les extrêmes, est-ce que l'engagement des hauts fonctionnaires, leur engagement personnel, doit-il conserver une forme de neutralité ou peut-il éventuellement devoir s'exprimer d'une façon différente? J'aimerais vous entendre tous les deux là-dessus. Moi, là-dessus, j'ai jamais eu beaucoup d'état d'âme, mais je veux dire que j'étais pas tout à fait sur la même ligne qu'un certain nombre de collègues qui se croyaient obligés d'adopter des postures, justement. Enfin, voilà, je reprends toujours l'expression d'Alain Supiot, dignité par rapport au pouvoir, distance par rapport à l'argent, continuité par rapport au temps. Quand on sert l'État, on est là. Et puis si le jour venu, il se pose des problèmes d'ordre moral profond qui peuvent conduire un fonctionnaire à démissionner ou voilà, à désapprouver une politique qui lui paraît contraire, manifestement contraire en principe aux lois, mais même contraire à la morale qui lui semble devoir résulter de son engagement au service de l'État, c'est le moment de le faire. Mais là, oui, moi j'ai trouvé que c'était un petit peu déplacé, pour tout dire. Voilà, c'était une façon d'intervenir dans le débat public qui était déplacée. Ensuite, voilà, on peut se retrouver dans des situations où on fait valoir son point de vue. Moi, ça m'est arrivé une fois dans un cadre qui n'était pas excessivement dangereux pour moi, parce que j'avais un statut qui me protégeait, mais enfin quand même, un jour j'ai refusé d'obéir à une instruction qui m'était donnée par le ministre via son directeur de cabinet, de modifier un rapport que j'avais fait, dont les conclusions ne convenaient pas. J'ai refusé, mais rien n'arrivait. Bon, mais voilà, mais lorsque ce cas s'est produit, c'est un ministre de droite d'ailleurs, je précise, lorsque ce cas s'est produit, ben voilà, j'ai fait comme je devais faire. Mais je ne crois pas nécessaire d'adopter par prétérition des postures qui, justement, là, me paraissent relever un peu de ce que dénonçait Peggy. Oui, une indignation par anticipation. Ouais. Moi, je ne suis pas sûr d'être neutre. Et du reste, je pense qu'en tant que... la manière dont je conçois mon métier de haut fonctionnaire, c'est de dire tout le temps des choses qui puissent éclairer l'action publique. Et c'est ce que je fais. Du reste, 4,90 € sur l'immigration, le tract Gallimard. Non, mais je veux dire, voilà, c'est ce que je fais. C'est-à-dire, je l'ai fait dans des tribunes, je l'ai souvent fait. Et je le fais parce que je pense que le sujet est tellement sensible aujourd'hui, enfin, je veux dire sensible au sens où il est vraiment au cœur des politiques sociales, des politiques publiques et des problèmes de cohésion démocratique et culturelle, que je pense nécessaire d'aider un pouvoir politique à réfléchir sur l'action publique. Et je le dis d'autant plus que la particularité et la différence entre les hauts fonctionnaires et le pouvoir politique, c'est que le pouvoir politique, il est composé de gens dont certains ont d'immenses qualités, ont réfléchi au problème, mais d'autres peuvent se trouver dans des situations de décision, je dirais, sans avoir antérieurement réfléchi à leur place, et qu'à ce moment-là, je crois nécessaire que la haute fonction publique joue son rôle d'aider à penser. Voilà. Ça suppose aussi qu'elle ne soit pas conformiste. Voilà. C'est un jeu de... En ce qui concerne les ambassadeurs et l'appel, moi j'ai adopté la même position, mais peut-être pour moi c'était plus facile parce que j'avais le sentiment que spontanément on ne ferait pas appel à moi, mais j'avais dit, d'abord je ne me suis pas associé à des pétitions, mais j'avais dit voilà, je ne collaborerai pas au sens où s'il y a une politique qui ne me plaît pas, je ne participerai pas à sa mise en œuvre. Voilà, c'est ça que j'ai dit et que je continue de penser, mais je pense que c'est important parce qu'il y a un moment où il faut un minimum de rapport de confiance et je dirais presque de liens sensibles, parce que sinon,
de toute façon, le malaise sera tel que la séparation sera inévitable. Hein, et il vaut mieux que les choses soient claires. Mais je suis contre aussi les postures. Enfin, il y a un certain nombre de camarades qui ont très facilement pris des postures dont on aimerait que, justement, avant que les extrêmes arrivent, ils prennent des postures intelligentes vis-à-vis de personnes qui ne sont pas forcément extrémistes, mais qui peuvent être particulièrement bêtes. Je peux raconter quelque chose, enfin, c'est quelque chose qu'a raconté Martine Aubry. Quand la droite est arrivée au pouvoir dans le cadre de la première cohabitation en 86, Martine Aubry, qui était à l'époque directrice du Travail, est allée voir le ministre des Affaires sociales, Philippe Séguin, et lui a dit « Bon, écoutez, monsieur le ministre, étant donné que votre gouvernement va sans doute défaire la législation que nous avons mise en place, mon poste est à votre disposition. » Il faut dire que Philippe Séguin était déjà l'objet de beaucoup d'incitations à son entourage politique à se débarrasser de Martine Aubry. Elle nous dit ça, et Martine Aubry raconte que Philippe Séguin est parti d'un gros rire en lui disant « Mais non, vous allez rester, bien entendu. Et vous allez même m'aider à éviter qu'on détricote tout cela complètement. » Voilà. Donc voilà le type même d'une relation entre le politique et l'administratif qui n'est pas si fréquente et qui, à mon avis, aurait plutôt tendance à disparaître. Jean-Pierre Chevènement avait eu des pressions, puisque j'étais au cabinet du ministre de l'Intérieur à l'époque, pour se débarrasser immédiatement de Claude Guéant, qui était directeur général de la police nationale, qui était plutôt un très bon directeur, et il avait dit non. Et puis la pression s'était amplifiée, et il fallait lui proposer un poste de préfet, en l'occurrence de préfet de région. Une des régions importantes, c'était Rouen, donc... rappelle-moi, à l'époque, avant la reconfiguration, enfin Seine-Maritime, mais là, voilà, bon, oui, Normandie, voilà, et le responsable, le chef socialiste de l'époque en Normandie, c'était Laurent Fabius qui avait dit non, et à ce moment-là, Chevènement avait dit, je le prends dans ma région, et il l'avait nommé à Besançon, voilà, et c'était, voilà. Et indéniablement, ils n'étaient pas de la même crèmerie. Enfin, je veux dire. Séguin-Chevènement, c'était quand même assez similaire. Oui, Séguin-Chevènement, mais je parlais Guéant-Chevènement, c'était pas similaire. Très bien. Je pense qu'il y avait d'autres questions. Il nous reste 10 minutes, donc j'aimerais bien. C'est vous, monsieur. Oui. Ici. Permettez, monsieur Tessier, je voudrais vous poser une question. Vous avez écrit une très belle biographie de Charles de Gaulle. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'il considérait que résister était normal, qu'en réalité, il n'y avait pas d'admiration à avoir pour ces gens-là. Et pourtant, dans votre livre, vous dites aussi, et Dieu sait qu'il était lucide sur la nature humaine, qu'il ne méprisait personne, mais qu'il voulait absolument que la faiblesse de la nature humaine s'appuie sur des institutions solides. Est-ce que d'abord c'est exact? Et ensuite, est-ce que vous ne pensez pas que le gros problème d'aujourd'hui, c'est qu'on a des natures humaines fragiles au service de l'État, avec des institutions qui sont elles-mêmes très fragiles parce qu'elles ne sont plus respectées? Oui, tout à fait. De Gaulle était un lecteur des moralistes du XVIIe siècle, c'est-à-dire Pascal, mais Richelieu aussi, qui était un moraliste à sa manière. Et il était lecteur et il y avait l'esprit augustinien derrière, cette idée de la faiblesse humaine et que finalement la vie est une lutte permanente contre la faiblesse, y compris sa propre faiblesse. Et donc il croyait, il était effectivement, c'est peu connu, il était plutôt indulgent envers les personnes. Et il y a des correspondances où il prend même la défense des dirigeants de la 4ème République. Il considérait que c'était le système qui était mauvais et que donc les hommes, finalement, étant faibles par nature, sauf quand c'était des grandes intelligences qui péchaient contre l'esprit. Il était beaucoup plus sévère envers les intellectuels qui avaient péché contre l'esprit que contre d'autres qui avaient péché par faiblesse, par
par lâcheté, etc. Et donc, effectivement, il attachait la plus grande importance aux institutions, et c'était tout le débat qu'il a eu avec Paul Reynaud pendant la préparation de la Constitution de 58, autour de l'article 16, parce qu'il pensait qu'il fallait que, même si celui qui dirigeait l'État était humainement faible, il ait au moins la possibilité de s'appuyer sur un dispositif institutionnel qui lui permit de surmonter sa faiblesse ou qui donne une chance au système de se défendre lui-même. Et je pense qu'effectivement, le fait qu'aujourd'hui, on ait beaucoup de formes d'engagement mou et de posture, ça tient au fait que nous sommes dans un système institutionnel très affaibli, à la fois sur le plan politique, sur le plan administratif, sur le plan social, les institutions sociales, sur le plan éducatif. De Gaulle croyait beaucoup à l'architecture institutionnelle, et toute sa vie, il était obsédé par ça. C'est la phrase de Mauriac qui dit « c'est un militaire qui était obsédé dès sa jeunesse par les questions constitutionnelles ». Donc voilà, c'était vraiment cette idée qu'il fallait une construction pour lutter contre la faiblesse naturelle de l'être humain, et oui, la faiblesse des institutions. C'est pour ça que je suis toujours un peu agacé, je suis désolé quand j'entends parler de culture du compromis, de coalition, du fait que notre culture n'est pas assez, qu'elle est trop verticale. Mais justement, toutes les institutions de la Ve République ont été conçues pour aller au-delà du compromis et pour donner une direction. C'est pas de la verticalité, c'est donner une direction, c'est entraîner. De même que le scrutin majoritaire est préférable parce qu'il dégage de puissants mouvements d'opinion, alors que la proportionnelle, c'est une sorte, comme disait Debré, de trucage électoral organisé. Voilà. Donc oui, il y avait cette idée qui était très forte chez lui, et je pense qu'on l'a oubliée, et du coup on ne comprend plus le sens de nos institutions, à mon avis. Et c'est vrai que la doxa d'aujourd'hui, c'est consensus et compromis. Ouais. Et il y avait d'autres questions. Voilà. Est-ce que... Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. J'aurais une question pour Arnaud Tessier, que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur il y a quasiment 10 ans. Vous avez rappelé à juste titre que De Gaulle et Péguy s'engageaient finalement dans des causes qui les dépassaient. Est-ce qu'aujourd'hui, que ce soit en France ou dans le monde, on a encore des figures un peu comme ça qui s'engagent dans des causes qui les dépassent, sans tomber dans le mythe de l'homme providentiel? Merci. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a cette idée de l'homme providentiel ou de l'homme charismatique qui est une figure un petit peu incontournable. Mais non, on a du mal à voir. Mais il n'y en a pas couramment. Hein. Il n'y en a pas couramment. En plus, Péguy, comme vous le savez, n'a pas fait une grande carrière politique. De Gaulle, si. Mais ce que je voudrais dire un petit peu, c'est que ce sont des figures... De Gaulle s'est imposé, il ne s'est pas imposé uniquement parce que les circonstances l'ont désigné et qu'il a utilisé les circonstances. Il a forcé le destin. Hein, c'est quelque chose qui est important. C'est quelqu'un qui a su forcer le destin, et notamment lorsqu'il a écrit à Paul Reynaud au début de juin 1940 une lettre incroyable où il le somme de le faire entrer au gouvernement alors qu'on est en pleine débâcle. Donc ce n'était pas par ambition personnelle qu'il voulait entrer au gouvernement Reynaud, vous vous en doutez, début juin 40, mais parce qu'il pense que s'il peut encore faire quelque chose, c'est là, c'est maintenant, même si la cause paraît perdue. Et il écrit une lettre incroyable à Paul Reynaud. Enfin, il l'engueule en lui disant « ça fait suffisamment d'années que je vous soutiens, maintenant c'est le moment, etc. » Et et Reynaud le nomme. Et si Reynaud n'avait pas obéi à cette injonction de Gaulle n'aurait jamais rencontré Churchill, et beaucoup de choses auraient été bien différentes par la suite. Donc je pense que l'homme providentiel, ce n'est pas quelqu'un qui va nous tomber parce que les circonstances vont le désigner. C'est quelqu'un qui aura évidemment le sens de l'histoire, le sens de l'appréhension des circonstances et du futur, et qui aussi saura forcer le destin. Ça fait beaucoup de conditions à réunir. Donc difficile effectivement toujours d'identifier la figure que vous évoquez. Après, il y a des lieux de bataille politique qui ont une portée qui dépasse le lieu de cette bataille politique. L'exemple type, c'est ce qui se passe actuellement en Iran. Voilà. Il est clair que l'Iran a été, en 1977, c'est le point de bascule et qui va amener la poussée de l'islamisme radical dans le monde chiite ou dans le monde sunnite.
et que ce qui est en jeu, à travers la victoire possible ou pas des femmes et des hommes qui se battent en Iran, c'est de savoir si on renverse ou pas, au sein du monde musulman, la tendance mauvaise qui a submergé tout à partir de 1979. Et donc, voilà, il peut y avoir des lieux de bataille où les gens se battent pour eux, mais d'une certaine manière, en se battant pour eux, ils se battent pour tous. Voilà. Et là, c'est un des endroits actuellement au monde où s'ils se battent pour eux et qu'ils gagnent, eh bien, ça renverse véritablement l'ensemble de la géopolitique, parce que l'Iran, c'est à la fois une grande tradition, un pays, et c'est le lieu en 79 de la bascule mauvaise, et ça peut être le lieu, on l'espère, d'un renversement de cette bascule. Et peut-être la même chose avec la Russie de Poutine. Alors, peut-être la même chose avec la Russie de Poutine. Je pense que, bien évidemment, pour nous, Européens, c'est important. Je veux dire, la victoire ou non de Poutine en Ukraine, ça a une importance pour l'ensemble de l'Europe. Voilà. Mais heureusement, pour nous, enfin, encore qu'il faudrait discuter, mais aujourd'hui, Poutine ne génère pas à travers le monde, je dirais, des partis politiques ou des courants ou des choses qui sont prêts à tuer la moitié de l'humanité au nom d'une idéologie qui serait celle de Poutine. Voilà. Il y a une limite à son mauvais génie. Il y a une limite à son mauvais génie. Voilà. C'est pas Roménie, quoi. Poutine n'est pas Roménie. Voilà. C'est un homme de gauche qui parle. Non, mais Poutine n'a rien à voir avec la gauche. Plus indulgent vis-à-vis de la Russie. Poutine est malheureusement l'échec de la révolution russe. Encore des questions? On ne va pas remplacer les vôtres par les nôtres. Non? Donc je pense qu'on va... Non? Oui, si? Pardon. Merci. Oui, vos propos sont lumineux parce qu'ils nous invitent à tout comprendre de l'engagement. Vous avez des parcours, des cursus intellectuels qui sont extrêmement impressionnants et justement, ça rend toute cette complexité lumineuse. Et c'est peut-être là justement où j'ai un problème. Il y a un philosophe qui s'appelle Paul-Louis Lenzberg qui a parlé des paradigmes des cercles du possible et qui prend en compte quelque chose qui est assez difficile à retranscrire en histoire, c'est le fait qu'on ne comprenne pas forcément tout. Aujourd'hui, juin 40, une période qui est chère à M. Tessier, ça nous paraît simple, on identifie très facilement où sont les gentils et où sont les méchants. En juin 40, même à Londres, même pour les soldats français qui sont repliés de Dunkerque et qui se retrouvent en Grande-Bretagne le 17 juin 40, les choses, elles ne sont pas claires. Et d'ailleurs, il y en a un bon paquet qui vont retraverser la Manche dans l'autre sens. Et puis, quand vous êtes, je dis n'importe quoi, en Nouvelle-Calédonie, qui se retrouve être un des premiers territoires ralliés à la France libre, de Nouvelle-Calédonie, De Gaulle, Pétain, tout ça, non seulement c'est très loin, mais c'est incompréhensible. Est-ce que la limite fondamentale de l'engagement, finalement, ce ne serait pas de comprendre ? Écoutez, je ne suis pas totalement d'accord avec vous sur le fait qu'en 40, c'est simple. Voilà. Non, ce n'est pas simple. Et par exemple, quelqu'un comme Churchill qui comprend qu'il vaut mieux être l'allié de Staline pour détruire l'Allemagne nazie que de ne pas accepter ça, eh bien, c'est de comprendre la complexité du moment. Voilà. Et je pense qu'il a eu raison de le faire, parce que même si Staline n'est pas un homme bon, la dynamique de ces deux systèmes n'est pas la même. Voilà. Et de certaine manière, De Gaulle aussi le fera. Donc les choses ne sont pas aussi simples que cela. Et dans les engagements, oui, les gens... viennent avec leur complexité, avec aussi un esprit qui n'est pas forcément clair, sauf sur l'essentiel. Voilà. Et donc l'essentiel, il faut à un moment donné le déterminer. Et c'est ces militants de tous horizons, plutôt de la droite ou de l'extrême droite, qui rejoignent De Gaulle, et quelques-uns de gauche, etc. Donc, et qui comprennent bien que même si Pétain, c'est la droite, eh bien, il vaut mieux ne pas être avec lui.
Oui, non, puis il y avait aussi un facteur, c'est que les gens avaient reçu un coup sur la tête. Je me souviens d'avoir parlé de ça avec un historien qui s'appelait François Bédarida. J'étais parti dans une philippique sur l'occupation, et il m'avait dit, c'était un homme de gauche, tout à fait, mais ne soyez pas trop sévère avec les Français de 1940. Ils avaient vu un monde qui s'effondrait, et donc ils étaient complètement démantibulés. C'est pour ça qu'ensuite, les choses vont maturer. De Gaulle savait très bien qu'à terme, la mécanique, à partir du moment où il arrivait à enclencher la mécanique, il était très confiant. Le grand sujet de Gaulle, c'était pas tellement de gagner la guerre, de libérer la France. Il disait toujours qu'il n'avait jamais douté une seconde qu'on viendrait à bout du nazisme, des puissances totalitaires, des puissances de l'Axe. Le sujet de Gaulle, c'était que tout cela ne soit pas fait pour rien. À la limite, libérer la France, pour lui, je ne dirais pas que c'était secondaire, mais ça n'avait pas d'intérêt si c'était pour recommencer à tomber dans les mêmes erreurs qui avaient conduit la Troisième République à se suicider et qui avaient conduit à la défaite. Donc pour lui, ce qui était fondamental, c'était de pouvoir reconstruire la France, reconstruire une démocratie qui soit sociale, qui soit très différente de ce qu'elle avait été et qui ait des institutions fortes. Et c'est en ce sens qu'il voyait des choses qui étaient voilà. Mais cette complexité était assumée par la résistance aussi. Les 9 sages de la résistance. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Qui est le sage.